Bienvenue à tous. Il est 13h02, on va laisser 2-3 minutes de rap pour se connecter. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire organisé par les rebondisseurs français. Merci à tous les quatre d'avoir accepté de venir partager votre expérience sur le sujet. Donc aujourd'hui, le titre de ce webinaire, c'est levée de fonds et crowdfunding, des solutions pour rebondir. Donc, c'était intéressant d'avoir le regard à la fois d'entrepreneurs et puis aussi d'observateurs et j'allais dire d'acteurs. Alexandre, on en parlera. Vous avez la double casquette quelque part, à la fois d'entrepreneur, mais aussi de participer au financement et le développement de ce que fait Tudigo. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Tiffaine, qui est CEO de Easy, fondatrice d'Easy et CEO, qui est en train de closer ou a presque terminé sa levée de fonds en Bretagne. Elle nous parlera de son activité. On a Francis Lelon, qui est, en plus d'être ambassadeur des rebondisseurs, CEO d'Allegria Group et cofondateur de Sarenza, qui va nous partager son expérience. Et Charlie Perrault, chef du service Startup pour Les Échos. Donc, merci à chacun d'apporter sa pierre. Euh, Vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez à nos interlocuteurs. Je vous invite à utiliser le chat. Je me ferai le relais de vos questions, le cas échéant, en fonction du moment de la présentation. Aujourd'hui, on va parler des différentes facettes de levée de fonds et plus spécifiquement du crowdfunding avec les expériences. Voilà, qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que c'est une méthode de financement démocratique, comme on peut l'entendre à certains endroits ou pas? Qu'est-ce que ça apporte dans la levée de fonds et le financement des entreprises dans leur développement? On est ensemble pour une heure environ. Donc on va démarrer. Et puis pour commencer, j'ai envie de donner la parole à Charlie Perrault, d'abord des Échos. En tant que chef du service startup, voilà, vous observez un peu ce qui se passe actuellement sur le monde économique. Vous avez observé de nombreux cas de levée de fonds. Qu'est-ce que vous pourriez nous partager de votre vision de la tendance actuelle? C'est quoi, si j'ose dire, le marché de la levée de fonds actuellement? On n'a pas encore les chiffres du premier trimestre puisque ça se termine voilà, très bientôt, mais en fait, il n'y a pas eu voilà, depuis mi-2022, on a eu un fort ralentissement. Mais alors après, on dit fort ralentissement parce qu'en fait, 2020 et 2021 ont été un peu des anomalies dans le monde de la French Tech suite au Covid. Évidemment, beaucoup d'investisseurs se sont rués sur les startups, évidemment, dans toute cette mouvance pour digitaliser l'économie. Et voilà, il y a eu beaucoup d'investisseurs étrangers qui sont venus avec des très grosses poches, qui a fait voilà, gonfler les montants levés et gonfler les valorisations. Et après, il y a un moment, ça monte. Et il a fallu, voilà, ça s'est arrêté, la bulle a un peu éclaté mi-2022. Et là, depuis, alors, on parle d'hiver de la tech. Bon, en fait, on est un peu sur un retour à la normale par rapport à 2019-2020, quand on regarde les chiffres, en fait, on progresse par rapport à avant Covid. Donc voilà, voilà, il y a eu moins 50% là, de fonds levés en 2023. Voilà, pas terrible, mais au final, ça se maintient quand même très très bien. Et c'est toujours aussi facile de lever, enfin facile. Il y a toujours autant d'argent dans l'amorçage, donc vraiment le premier stade de financement, parce que voilà, on investit sur une équipe, sur une idée, sur un marché, et puisqu'il y a plus en plus aussi d'investisseurs à ce stade. Avant, il y avait beaucoup d'investisseurs en série A, B, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de fonds de capital risque, beaucoup de business angels qui soit en perso, soit voilà, se rassemblent dans des clubs, des communautés, soit des plateformes comme Tudigo aussi, voilà, qui récupèrent de plus en plus de beaux dossiers, donc ce qui fait que ça reste toujours. Et par contre, ça coince évidemment au niveau après là des séries A, B, C, enfin, surtout B, C et au-delà, où là, ça reste toujours très très compliqué de lever. Alors, merci. Peut-être pour les gens qui nous suivent, qui ne sont pas, j'allais dire, familiers, série A, B, C en quelques mots, est-ce que vous pouvez expliquer la différence? Ah oui, j'avais pas. En fait, on commence par une série d'amorçage, ou alors pré-amorçage ou amorçage. En gros, c'est la première ou la deuxième levée. Et en fait, après, quand on dit la deuxième, en gros, là, et je caricature, mais la deuxième levée, ça va être la série A, B, etc. Et en fait, mécaniquement, vous
vous levez un petit peu plus. Alors après, maintenant, les montants, c'est très difficile de dire. C'est quoi à peu près le montant d'une série A? Aujourd'hui, ça veut rien dire. Il y a quelques années, c'était 5 millions, c'était une super série A. Aujourd'hui, c'est presque un amorçage. Donc voilà, on peut pas non plus trop donner de fourchette. Merci. Je ne sais pas si les uns et les autres veulent réagir ou veulent compléter les Ouais, propos de Charlie, de leur vision. pour compléter Charlie, hein, il y a, je pense qu'on parle des montants levés par les startups, en fait, qui effectivement ont baissé sur l'année, mais comme a dit Charlie, on était sur un énorme pic, pic qui était lié à l'activité des fonds, enfin, les fonds qui avaient levé énormément d'argent avec la baisse des taux d'intérêt, fonds qui ont en fait toujours énormément d'argent dans les caisses. Parce qu'au niveau mondial, hein, si on regarde Bain a sorti un rapport Private Equity Monde, on est quand même sur 3,9 trillions de dollars de dry powder. Dry powder, c'est poudre sèche, la poudre qu'on a dans la carabine, dans le jargon, c'est l'argent qui est disponible dans les fonds, prêt à être déployé, ouais, mais qui n'est pas encore déployé. Et puis, bah, on voit quand même que dans le secteur de la tech, les startups continuent quand même à être dynamiques. Il y en a qui sont en difficulté, mais il y en a qui se sont assainis, et il y en a qui, pour le coup, continuent de grandir et de recruter. Parce qu'il y a une étude de data recrutement là, qui est sortie là, il y a quelques jours, qui montre que bah, globalement, dans la French Tech, les startups ont recruté en moyenne 30% en plus, hein, encore d'effectifs. Alors, il y a des secteurs qui recrutent plus que d'autres, qui sont en général les secteurs qui lèvent plus que les autres. Mais en tout cas, on continue d'avoir un écosystème qui est dynamique. En montant investi, ça a baissé certes. En nombre d'opérations, sur la dernière, c'est resté très dynamique. Donc sur les étapes initiales, donc avant les séries B et C, donc les très très gros tours de table, on continue à avoir de l'investissement dans les entreprises. Voilà. Même Merci. s'il y a plus de sélectivité, même si effectivement les critères d'investissement ont peut-être un peu changé et que les valorisations et notamment les multiples de chiffre d'affaires, les multiples d'EBITDA, les multiples de revenus récurrents pour les boîtes logicielles bah, sont revenus à la raison parce ils étaient partis quand même sur des sommets en 2021, notamment 2021-2022 qui n'était pas forcément très rationnel par rapport à la capacité des entreprises à dégager de la valeur et voilà, de la rentabilité. Merci. Francis, tu voulais réagir, je crois, je t'ai vu. Ouais, juste un petit mot pour compléter aussi. Je crois qu'effectivement, du point de vue de l'entrepreneur, surtout ce qui a énormément changé, ce sont les critères. Il y a toujours beaucoup d'argent disponible, c'est clair, mais les critères ont complètement changé. On ne regarde plus tous les mêmes boîtes. Et en particulier, la croissance, ça reste bien évidemment un driver très important, mais la rentabilité aussi, le fait d'avoir une trajectoire de rentabilité, c'est quelque chose que les fonds ne regardaient pas du tout il y a quelques années et qui aujourd'hui devient un critère très important. Nous, on a fait 5 millions en tout et on considère que c'est un seed, dont une partie avec Tudigo. Et on voit bien que le regard que les fonds de VC avaient sur notre business il y a 2-3 ans, quand on a démarré, aujourd'hui, n'a plus rien à voir parce qu'on a effectivement atteint le seuil de rentabilité. Donc, en fait, je crois qu'aussi, il y a un deuxième élément qui a beaucoup changé, c'est que finalement, on est en levée permanente, quoi. Avant, c'était très balisé avec des montants et il y avait des temps à passer. Maintenant, bah, on est en levée permanente, quoi, en fait. Et l'objectif, bah, c'est d'atteindre la rentabilité le plus vite possible pour tout le monde. Je crois que c'est un peu le jeu en ce moment et il faut s'y atteler. Alors, j'aimerais qu'on donne la parole à Tiffaine, parce que Tiffaine, enfin, tu vas pouvoir nous présenter en quelques mots Easy et le projet, parce que là, on est, pour ainsi dire, pas dans la tech, on est dans l'industrie. Oui, Et c'est ça. Je donc, suis à peu près à l'opposé de tout ce qui vient d'être dit. voilà, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Donc voilà. Est-ce que tu Donc peux nous, on présenter le est projet Easy? donc le projet est easy. Alors nous, on est très bébé par rapport à tous les montants qui viennent d'être annoncés. Donc c'est pas voilà, ça donne une autre vision de la levée. On est donc notre métier, on est industriel. On valorise les végétaux délaissés, c'est-à-dire tout ce dont personne ne veut, pour en faire notamment des produits respectueux de l'environnement et notamment des litières végétales pour nos animaux de compagnie. Donc voilà, donc on a 3 ans d'ancienneté, on est effectivement en train de clôturer, là on est dans notre partie très agréable de avocat et aller-retour, mais bon voilà ça va. Et on était sur des montants beaucoup plus petits que ce qui ont été annoncés, puisque nous on cherchait 350 000. Par contre je rebondis sur l'idée qu'effectivement on sent bien qu'on est tous, quelle que soit notre taille, en levée permanente.
et que dès que ça va être bouclé, il faut rattaquer la suite parce que c'est ça qui nous permet notamment de recruter pour aller plus vite vers la rentabilité. Alors justement, c'est quoi les défis auxquels vous avez été confrontés chez Easy dans cette levée de fonds et puis quelle stratégie vous avez utilisée? Ouais. Alors en fait, le premier défi, en tout cas nous concernant, ça a été de comprendre comment ça marche. Parce que c'est pas. Moi, j'ai fait d'autres choses avant, mais pas spécialement gestion de start-up ou gestion de levée. Donc, on s'est formé. Et pour ça, on est rentré dans un accélérateur spécialisé dans les levées de fonds, ne serait-ce que pour savoir de quel document on parle, comment on parle, etc. Donc, ça a été la première chose où on a pris du temps et on a investi pour se former. Et puis la deuxième chose, c'est d'identifier on parle souvent de thèse d'investissement, mais identifier les interlocuteurs qui sont prêts à investir chez nous. Et alors nous, c'est le bon exemple parce qu'on n'est pas dans la tech. Il y a énormément de fonds qui investissent pas dans l'industrie, à l'inverse. Donc il fallait très très rapidement pouvoir aller identifier soit les fonds, soit les business angels, et donc ce qui a été plus simple sur une première étape, les business angels qui voulaient bien investir dans l'industrie. D'accord. Alors quand on a préparé, il m'a dit, il y a un truc que je n'avais pas bien identifié, c'est le temps que ça prenait. Ouais. Je pense qu'on se dit, tiens, ah bah, allez, hop, on va faire une petite levée, ça va être tranquille. En plus, on va pas chercher grand-chose, on va chercher 350. Quand on entend parler de millions dans tous les sens, 350, c'est bon, ça doit se trouver facilement. Bah, au final, je pense que entre le démarrage et vraiment avoir rentré tout l'argent et bouclé à 100% celle-là, il se sera passé 8 à 10 mois, quoi. Donc effectivement, c'est un temps énorme, c'est un temps très long. Et c'est aussi un investissement temps. Parce qu'en fait, nous, on est deux pour l'instant. On vient de rentrer, l'argent rentré nous a permis de rentrer une troisième personne, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on n'est pas nombreux et qu'on est sur cette partie-là, bah, c'est un temps où on n'est notamment pas à faire du business. Et donc, il y a un moment, ça vient quand même, il faut quand même, et c'est une des raisons pour lesquelles sans doute nous, on a mis suffisamment de temps, c'est qu'il y a un moment, on s'est dit, mais non, mais il faut qu'on ralentisse un peu sur notre levée parce qu'il faut qu'on accélère pour aller chercher du business parce que on est aussi sur de l'industrie et sur des produits physiques. Si on loupe certaines échéances, ben, c'est foutu et on attend une année. Donc, ouais, la notion de temps est vraiment très importante à avoir en tête. Temps et investissement temps, en fait, vraiment. Est-ce que ça inspire Francis sur ce que vient de dire Tiffaine? Est-ce que... Ouais, et je pense qu'effectivement, il faut pondérer cet aspect-là. Il faut garder en tête que, comme l'a dit Tiffaine, hein, le meilleur argent, ça reste celui de vos clients, toujours. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour aller chercher l'argent des clients, ça sera toujours mieux, il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut garder aussi en tête que l'étape Business Angel est très importante pour aller structurer des gens qui vont apporter autre chose que juste de l'argent. C'est très, très important, c'est très intuitu personae. C'est des gens qui peuvent vous ouvrir des portes, c'est des gens qui sont très motivés, alors des fois trop, parfois, il faut parfois en calmer certains, mais ils vont vous apporter beaucoup plus que ça. Après, moi, je viens d'accompagner une boîte qui développe une IA dans le domaine de l'immobilier et ils ont levé 500 000 € en 3 semaines. Donc, je pense que c'est très, 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 très variable. Il ne faut surtout pas négliger son réseau. Je pense que l'élément clé, en fait, ça dépend bien évidemment du secteur, du projet, de l'équipe. Il y a plein de paramètres, mais le réseau, c'est vraiment clé. Et c'est là où des acteurs aussi, comme tu dis, Go, vont aider ceux qui peuvent avoir des difficultés à avoir du réseau parce que arrivent aussi avec un gros réseau potentiellement. Donc, il y a vraiment, dans l'étape du business angel, du pré-seed et du seed, il y a vraiment plein de situations totalement différentes. Je crois qu'il n'y a pas de... C'est difficile de tirer des généralités. Et donc, il faut effectivement essayer quand même de concentrer ce délai le plus court possible parce que c'est très chronophage, ça c'est sûr. Et donc, le moins de temps ça dure, le mieux c'est. Et donc, une des meilleures manières pour y arriver, c'est de créer le FOMO. Donc, de faire en sorte effectivement d'être maître du temps là-dessus et d'essayer de tout donner pendant un mois plutôt que de faire en sorte effectivement que ça dure trop longtemps et que ça traîne. Après, dernier point, il y a aussi des outils techniques aujourd'hui qui permettent de lever en permanence. Je pense au BSAR, je pense aux ORA, aux obligations convertibles, qui fait que vous avez toujours une poche d'ouverte et dès qu'un déjeuner, vous rencontrez quelqu'un qui a envie de mettre un ticket, boum, vous le prenez et puis une semaine après, il fait ses 50 000 et c'est parti. Et de cette manière-là, vous complétez en permanence votre tour de table. On n'est plus dans des outils juridiques comme on avait il y a 5 ou 10 ans. C'était hyper timé, hyper cloisonné. Il fallait attendre d'avoir le dernier LOI pour pouvoir enfin faire l'AG. C'était l'enfer.
Donc ça s'est quand même bien adapté de ce côté-là. Et donc je trouve que c'est aussi une façon plus simple là-dessus. Et puis on a toutes les incentives fiscales, hein. Je pense qu'aujourd'hui, l'article, alors c'est 210 Obéter, je ne sais jamais le numéro de bord, mais enfin le fameux Obéter, qui permet voilà, de pouvoir réinvestir. On a quand même beaucoup d'entrepreneurs, alors là, pour le coup plutôt dans la tech, qui ont exité, qui ont une obligation de réinvestissement. Ça fait beaucoup d'argent et quasiment tous, d'ailleurs, beaucoup d'entre eux cherchent des projets à impact aussi et à sortir que de la tech et à aller ailleurs. Et ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Ils font de l'immobilier, ils vont faire de l'impact, ils vont faire de la RSE, ils vont faire de l'industrie. Et je trouve que cette propension qu'ont les entrepreneurs de la tech français en particulier à réinvestir, hein, je pense à des Pierre Kosciusko-Morizet, à Jonathan Gelov ou même à d'autres, bah, c'est des gens qui effectivement aujourd'hui font tourner l'économie des entrepreneurs et des startups et c'est très bien. Alors ça, c'est d'ailleurs, enfin, c'est un tropisme tech hein, et parisien, mais en réalité, le 150 Obéter, moi, je le vois partout, hein. On en a beaucoup, en fait, sur Tudigo, parce que les experts comptables ont tous, à un moment, fait créer des holdings aux dirigeants, partout en France, hein, pour apporter leur part en vue de potentiellement une cession plus tard. Dispositif fiscal, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, parce que c'est assez technique, le 150 Obéter, c'est un dispositif qui permet au chef d'entreprise qui a apporté les parts de son entreprise à une holding, quand il va revendre l'entreprise, de ne pas être taxé sur la plus-value. Et donc de ne pas prendre la flat tax et les 30% d'impôt sur les plus-values de cession de sa boîte. Donc s'il avait créé l'entreprise avec 1 euro, qu'il la revendait 1 million, 1 euro, enfin 10 millions et 1 euro, il avait potentiellement 10 millions de plus-value, sur lequel, en théorie, il prend 30% d'impôt. Là, s'il a apporté ses parts, en fait, il va pouvoir bénéficier d'une exonération, un report de ses plus-values, de l'impôt sur la plus-value à partir du moment où il réinvestit 50% des montants dans des PME. Voilà. Et c'est pas uniquement d'ailleurs dans des startups, mais bon, c'est pas qu'elles correspondent à la définition hein, de PME au sens de l'Union européenne. Mais voilà. Donc ça, ce dispositif-là, finalement, on le trouve bien sûr, la tech, parce qu'il y a des grands exits, mais les chefs d'entreprise dans l'industrie aussi, dans les services, dans tous les domaines, à leur niveau. Hein, ce n'est pas forcément des exits à 100 millions, ça peut être des sorties et des ventes d'entreprises même à 5 millions. 5 millions, il y a encore 2,5 millions à réinvestir potentiellement pour le chef d'entreprise s'il a utilisé ce dispositif. Voilà. Et ça permet effectivement d'aller sur des startups, mais également sur des sujets, des boîtes plus matures aussi, avec moins de risques, aussi. Voilà. Donc ça, c'est un dispositif. Et après, il y en a d'autres pour les. Aujourd'hui, c'est vrai que, enfin, moi là, j'entends sur une levée de fonds, enfin, le fait même qu'il y ait un accélérateur dont le job est d'apprendre à des gens à lever des fonds et de passer de son temps, enfin, je suis désolé, hein, mais c'est l'ineptie, c'est pas normal, parce qu'en fait, le job d'un entrepreneur, comme l'a dit Francis, et le meilleur argent, c'est celui des clients. Un entrepreneur, des entrepreneurs, enfin, le job, c'est d'aller chercher des clients, d'aller montrer d'aller trouver de l'attraction oui, de passer le moins de temps possible en levée de fonds. Et c'est vrai que sur le processus de levée de fonds traditionnel pour des boîtes en amorçage, c'est beaucoup trop long pour un montant pareil. Voilà. Et c'était d'ailleurs le constat qui nous a amené à créer Tudigo, de se dire, voilà, si tu as une bonne boîte, si effectivement tu as trouvé le modèle, là tu sais comment accélérer avec les fonds, il faut que cette expérience de levée de fonds soit la plus rapide possible et puis la moins chronophage possible. Voilà. Et donc, voilà, je ne sais pas comment Francis l'a vécu parce que Francis Allegria a levé des fonds sur Tudigo, mais je pense pas qu'on t'ait pris trop de temps. Tu as dû faire un Alors, webinaire et puis voilà. justement, Alexandre, je vais te laisser revenir sur Tudigo et puis ce que vous faites et ce que ça peut apporter. J'ai une remarque dans le chat et je ne sais pas qui d'entre vous veut réagir à ça, mais lever de fonds sans accompagnement et réseau, c'est donc impossible. C'est une question affirmative ou une affirmation question? Non, parce qu'on a tous commencé un jour. Donc c'est plus dur, effectivement. Il faut pousser des portes. Ça sera plus long. Ça sera plus de temps. Après, il faut bien envisager le montant dont on a besoin. Je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans un monde où la tech est beaucoup plus accessible, bien évidemment, grâce à l'intelligence artificielle et au no-code. Donc, on n'a pas tous besoin d'avoir 5, 10 ou 20 millions d'euros pour lancer une boîte aujourd'hui. Ça peut être très différent. Il y a de plus en plus de bootstrap. Hein. Il y a même un club des sociétés bootstrap hein, donc, qui partent avec de la forte croissance sans avoir besoin d'investissement. Donc, tous les schémas sont possibles, mais il faut être réaliste. Oui, effectivement, ça sera beaucoup plus dur de lever sans réseau, c'est certain. Mais ce n'est pas impossible. Merci, Francis. Du coup, Alexandre, tu parlais de Tudigo.
Alors finalement, Tudigo, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que ça a apporté de nouveau sur le marché du financement pour les gens qui ne connaissent pas? Tudigo, en fait, c'est une communauté d'investisseurs particuliers qui investit dans des startups, des PME, tout secteur, tout stade de développement, qui entrent au capital d'entreprise ou qui prêtent. Donc, on a deux modèles de financement et donc deux modèles d'investissement. Un premier qui est l'action, l'entrée au capital de société, donc l'équivalent de ce que font les business angels, ce que font les fonds. La particularité, en fait, et comment on le fait nous, c'est qu'en fait, on agrège plein de particuliers dans un véhicule qui va du coup pouvoir investir un gros ticket dans une entreprise. Et donc, on investit des sommes qui vont de 300 000 à 3 millions d'euros. Mais on le fait ça grâce à plusieurs centaines de personnes qu'on a regroupées. On a agrégé en fait des sommes qui vont pour certains qui vont de 1000 euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros ou centaines de milliers d'euros. Donc voilà, ça c'est la façon dont on le fait. Et puis on a un deuxième modèle de financement qui est de la dette, donc sous forme d'obligation, qui nous permet pour des entreprises plus matures, qui ont déjà de la rentabilité et donc une capacité à rembourser, d'emprunter sur des horizons de 12 à 36 mois de l'argent, alors qui ne vient pas se substituer et jamais se substituer à de la dette bancaire, parce que c'est pas le même coût et parce que ça vient pas remplir le même, ouais, c'est pas le même besoin, mais qui vont permettre de se substituer potentiellement à une levée de fonds en capital et donc à une dilution. C'est en général comme ça que c'est utilisé pour des entreprises qui ont la capacité de rembourser et pas envie de se diluer. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Du point de vue du point de vue de l'investisseur, en fait, de tous ces particuliers, en fait, on a rendu accessible, on rend accessible le monde du capital investissement, l'investissement dans les startups, le private equity en général, aux particuliers dès 1000 euros. Et pour les entreprises, en fait, on est un peu, disons on est comme un fonds, dans le sens où on va apporter un ticket finalement, à la différence près que les décisions, on a une première décision parce qu'on va faire une sélection, mais en fait, effectivement, c'est un mode de financement plus démocratique parce que ça va être finalement après la foule, notre communauté qui va décider dans quoi elle décide de mettre son argent. Voilà. Nous, on fait un premier gros filtre. On prépare, en fait, on va filtrer quel dossier on présente à la communauté après l'avoir analysé hyper rigoureusement. On va négocier les conditions financières et juridiques, préparer toute la documentation juridique de levée de fonds voilà, qui était évoquée là tout à l'heure, pour que derrière, pour l'investisseur particulier, ce soit très simple. Il sait quelles sont les conditions et il prend ou il prend pas. Voilà, on fait pré-mâcher le travail. Pour l'entrepreneur, l'avantage de ça, c'est que ça va être, il n'y a pas besoin d'être formé à la levée de fonds pour le faire. Parce qu'en fait, nous, on va regarder si effectivement on a une bonne boîte avec du potentiel, avec de l'attraction, avec la bonne équipe. Et ensuite, on va s'occuper de ces aspects financiers, juridiques, qui sont finalement qui sont connus des experts, qui sont connus des entrepreneurs qui ont déjà fait beaucoup de levées de fonds, mais pas forcément des très bons entrepreneurs ou très bons néo-entrepreneurs qui font très bien leur business, mais qui sont pas des experts de la levée de fonds avec le réseau, etc. Et on apporte ce réseau. Donc, voilà. Une levée de fonds chez Tudigo, ça va durer une fois qu'on a accepté le dossier et qu'on l'a mis en ligne, ça va durer entre 48 heures et 2 mois maximum. Alors justement, on a un exemple, au moins un, avec Francis. Francis, toi, en tant qu'entrepreneur, qui parmi les modes de financement a fait appel à Tudigo 2 fois, je crois, sur 2 levées de fonds. Une Euh, fois pour le moment, mais il y en a peut-être une deuxième qui va arriver. d'accord. Souhaitons-le. Qu'est-ce qui t'a amené vers Tudigo et pourquoi avoir choisi d'avoir recours à ce Mm. mode de financement-là plutôt que d'autres qui peuvent exister? Bah, moi, il y a deux raisons, trois raisons. La première, ça a déjà été dit, hein, c'est la rapidité. Ça, c'est quelque chose qui est important. Nous, on a un momentum, on est dans le domaine de la formation, sur le no-code et sur l'intelligence artificielle. C'est maintenant que ça se passe. Donc, le fait de pouvoir aller vite, ça, c'était un élément qui était très important. Après, il y a deux autres éléments pour nous qui ont joué en faveur de Tudigo aussi. Le premier, c'est qu'on a un dossier qui plaît énormément aux business angels parce qu'ils comprennent ce qu'on fait, parce que ça leur parle, parce qu'ils ont tous vu que l'intelligence artificielle, ça allait changer le monde et que donc ça faisait du sens pour eux. Et je pense que ça, c'est un élément important. On a eu beaucoup de discussions avec des VC, mais on n'a pas un dossier très VC compatible.
parce qu'on a effectivement du coup plusieurs lignes de business. Et le VC traditionnel, lui, il aime bien le SaaS B2B, donc les outils logiciels B2B avec du revenu récurrent. Et nous, on n'est pas forcément sur ce modèle-là. Donc à la fois la complexité de notre business model et en même temps l'appétence des business angels pour notre sujet, ça a été un élément clé. L'autre point aussi qui était important pour nous, c'est la visibilité que donne cette plateforme. Alors bien évidemment, on n'est pas en train de parler de faire une IPO, mais moi je l'ai vécu un petit peu comme ça. C'est la première fois que tu fais en fait appel public à des gens qui te font confiance, que tu vois dans un webinar. Tu es quasiment à Wall Street en train de sonner la cloche, quoi. Donc c'est assez dingue. L'expérience, elle est vraiment sympa. Et là, tu te confrontes à la réalité de gens qui découvrent ce que tu fais. Donc déjà, tu te rends compte qu'il y en a 25% qui ne comprennent rien à ce que tu fais. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un sujet déjà dans la manière de communiquer, de se présenter. Donc il y a un gros travail quand même en amont, même si effectivement, Alexandre a raison, hein, le processus est infiniment plus rapide et moins chronophage qu'une levée de fonds tout seul. Mais il faut quand même prendre du temps avec les équipes de Tudigo pour échanger, travailler le pitch, travailler la présentation, travailler le business plan. Donc, c'est structurant aussi pour vous de travailler avec ces experts et ça, c'est génial. Et ensuite, bien évidemment, le fait de pouvoir avoir cette exposition quand on fait comme nous du B2C et du B2B, c'était aussi très intéressant. Plein de gens nous ont découvert à l'occasion de cette opération qui est quasiment comme un produit qu'on irait vendre, en fait, qui sont nos actions d'une certaine manière, et ce qui oblige effectivement à avoir un certain formalisme, mais en même temps de le faire avec une démarche un peu marketing et organisée. Donc voilà, moi, c'est les 3 raisons qui nous ont conduit à faire Tudigo, et vraiment, ça s'est super bien passé. Ça a été très rapide. En 3 semaines, on avait levé 1 million. Et c'est des très belles expériences. Et d'ailleurs, on les réunit très régulièrement, puisqu'en fait, nous, on a 80 business angels en direct au capital de la boîte, plus 270 chez Tudigo dans un SPV. On a une Manco avec 15 collaborateurs qui ont investi dans la boîte et 100% de nos collaborateurs ont des BSPCE. Donc nous, le sujet du partage de la valeur est clé chez Allegria. Ça fait beaucoup de monde à gérer, mais quand ils se retrouvent tous ensemble, c'est génial. On a une très belle communauté et ça nous crée beaucoup de valeur aussi. On nous amène des clients, on parle de nous. Voilà, c'est une très belle histoire. Et j'en ai pas un, parce que souvent on dit, oulala, mais comment tu te débrouilles avec 80 BA, il y en a toujours un qui te dans le lot. J'en ai pas un qui m'a jamais ennuyé et ça se passe super bien. Et on fait tout avec DocuSign maintenant et c'est pas grave s'il y en a 5 qui signent pas les papiers. De toute façon, du moment qu'il y a la majorité, ça fait avancer le bousin. Donc franchement, c'est une très belle aventure et si vous avez l'occasion ne vous arrêtez pas devant la difficulté d'avoir potentiellement beaucoup de BA, ça se gère assez bien aujourd'hui. Merci. Tiffaine, ça m'amène à une question et je reviens, parce que là, on parle du nombre d'interlocuteurs que vient de lister Francis. Et tu m'as dit, nous, on a failli closer la levée de fonds avec 2 personnes et puis finalement, on a choisi de ne pas le faire parce que Ouais, donc, on ne le ouais. sentait pas, si je le dis assez trivialement. Exactement. Alors nous, on est Que nous dire de au vous? tout début, donc forcément, les gens qui nous entourent, c'est important. Et une des raisons pour lesquelles on les fait rentrer, c'est à la fois parce qu'on a besoin de cash pour avancer, mais c'est aussi parce qu'on a besoin de compétences, de réseau, etc. Donc, au final, on sera une petite dizaine à être dans le premier round. Donc, ces premiers 10, c'est presque des fondateurs avec nous, quoi. Donc, quand on a fait un peu attention à qui on faisait rentrer. Et effectivement, dans les discussions qu'on a eues, etc., il y a un moment où on ne le sentait pas. Et c'est pas très rationnel, hein. C'est juste, il y a un moment, ça passait pas. On tournait en rond et tout. Et donc, nous, on a préféré pas prendre ces BA-là en se disant non, parce que on est vraiment au début et on prend des BA pour qu'ils nous boostent et qu'ils nous fassent avancer. Et si on commence déjà pas à le sentir avant qu'il soit rentré, on a préféré pas prendre le risque, en fait. Voilà. Mais voilà, peut-être encore une fois, c'est parce qu'on a un nombre qui est somme toute limité au démarrage, c'est-à-dire qu'on parle d'une dizaine, mais pour nous, ça nous semblait essentiel que ce soit des vrais piliers fondateurs, quoi. Donc, on a des expériences diverses et c'est ça qui est intéressant. Dans ces stratégies de levée de fonds, de tout ce que vous décrivez, dans ce que vous avez observé, alors je m'adresse plus à Alexandre et Charlie, dans ce que vous avez observé, est-ce que vous pouvez nous partager une stratégie ou un conseil, quelque chose d'inattendu dans une stratégie de levée de fonds qui a porté ses fruits, qui a été un facteur clé de succès, où personne n'aurait a priori, dans ce que vous avez pu observer, des choses inattendues que vous avez pu observer sur la manière d'aborder le sujet?
Alors là, très bonne question que je n'avais pas préparée. Non, je me souviens d'une femme, évidemment, je me souviens plus de son prénom, Audrey quelque chose, qui était l'ancienne patronne IMIA de WeWork, et qui a créé Officials. C'est une plateforme destinée voilà, au RH. Et elle s'était lancé le défi de faire une première levée. Alors, pareil, j'ai encore plus longtemps, mais ça devait être 1 million, et de lever qu'auprès de femmes. Ça lui tenait à cœur aussi de féminiser, parce que c'est aussi important de diversifier sa table de capitalisation en ce sens. Et elle s'était fixé cet objectif. Elle n'a pas réussi les 100%, mais elle a quand même, elle a fait, je crois, c'était 70%. Donc au final, elle a réussi je crois que c'était sur 35 business angels, on en avait eu 21 femmes. Et souvent, les hommes qui étaient dans la table de capitalisation, c'était les maris de ces femmes-là. Donc voilà, et j'ai trouvé que c'était un joli défi. Elle était quand même déçue, mais au final, elle a convaincu en fait des femmes qui n'avaient pas l'habitude aussi d'investir, qui étaient alors, je crois, DG de Franprix, enfin, pas forcément des femmes dans la tech, qui ont aussi beaucoup d'argent, mais qui pensent pas investir dans les startups. Et voilà, ça m'avait voilà, marqué. Merci, Charlie. Alexandre, un souvenir ou quelque chose d'inattendu à partager dans ce que tu as pu observer? Dans les levées de fonds? Ouais. Euh, on en a beaucoup, hein, mais moi, ce que j'avais trouvé. J'en ai une sur effectivement, enfin, je trouve que c'est une thématique intéressante là, que Charlie soulève, parce que ce qu'on voit sur le paysage et de la levée de fonds et de l'investissement, c'est clairement un problème de parité. Les femmes investissent moins en non-coté, moins tout court d'ailleurs sur les actifs plus risqués. On les trouve assez peu hein, dans les tables de capi et dans les tours de table. Les femmes ont plus de mal, ou en tout cas sont moins représentées sur les grosses levées de fonds, et notamment sur les séries A, hein. Les équipes 100% féminines, c'est 4%, enfin, dernier chiffre, hein, 3-4. Les équipes mixtes, c'est 14. Donc globalement, en général, c'est des hommes qui lèvent. Et sur Tuligo, on arrive à voir des inversions de tendance, parce que par exemple, j'ai Gynécée en tête, qui a un réseau de maisons de santé féminines. Donc on n'est pas dans la tech, hein, typiquement on sort de la tech, et qui avait levé sur sa levée où il y a 75 personnes qui sont entrées, c'est 80%, plus 80% des femmes. Bon. Et puis des maris aussi, effectivement, qui sont arrivés avec. Voilà. Et avec des gens, en fait, des femmes qui n'avaient jamais investi avant et qui, grâce à ce mode de financement-là, grâce également à juste l'opportunité qui est ouverte, en fait, d'investir dans un projet porté par des femmes qui a du sens également pour elles, font le premier pas. Et puis, si tout se passe bien, repassent la porte pour se lancer dans l'investissement. Et l'autre levée de fonds, moi, qui m'avait marqué l'année dernière, c'était celle de Give, qui est une super appli qui vous permet de donner les objets du quotidien et puis de venir aussi en récupérer gratuitement, qui a permis d'économiser, enfin, en tout cas, il y a 5 millions de personnes dessus, hein, il y a un don toutes les 2 minutes. Bon, vous mettez quelque chose en ligne, vous voyez, enfin, quelques minutes ou heures après, c'est parti en général. Et Give avait du mal à lever, justement. Enfin, c'est pas tant qu'ils avaient du mal, ils avaient des marques d'intérêt, ça prenait du temps. Et en fait, on a décidé de lancer la levée de fonds auprès de la communauté de Give. Avant que le tour avec les VC, parce qu'on était sur un tour de Serie A, soit closé. Et finalement, c'est la communauté qui a réagi hyper vite. Et aujourd'hui, Give a 1500, 1600 actionnaires qui sont voilà, arrivés en masse pour investir des toutes petites sommes, hein, et c'était ouvert à partir à 200 euros. Et puis, grâce à ça, en fait, le reste ensuite a suivi et là, les fonds d'investissement ont apporté 3 millions d'euros de plus, ce qui leur a permis de faire un tour à 4,5 millions. Et lorsqu'ils en parlent, on s'aperçoit que la communauté finalement a été un accélérateur de leur tour de table. La communauté. Moi, ça m'a marqué parce que habituellement, on voyait l'investissement sous cette forme-là comme
une alternative ou pour des projets un peu plus petits, ou alors comme quelque chose qui venait compléter un tour de table. Et là, il s'avérait que, qu'on était en fait le lead, c'est devenu en fait le leader et la locomotive pour pouvoir accélérer un tour de table auprès d'investisseurs institutionnels. Merci. J'ai envie de vous demander à tous les quatre, là, dans les gens qui nous suivent et qui sont peut-être dans des démarches de réflexion ou de levée de fonds, euh, quelle est l'erreur la plus commune que vous avez observée pour ceux qui observent? Et puis, pour ceux qui ont levé des fonds, peut-être le truc que vous feriez différemment, le point de vigilance, sur quoi il faudra attirer l'attention des gens qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui. Ce serait quoi l'erreur ou le point de vigilance? Bon, je veux bien commencer si tu veux, Olivier. Vas-y. Je pense que peut-être l'erreur ou le point de vigilance, c'est qu'on n'est jamais trop prêt. On n'est jamais assez prêt pour y aller. C'est très, très important. Encore une fois, je parlais du FOMO, du momentum, de créer ce moment et d'être vraiment dans un tunnel d'opportunités. Et ça, pour le faire correctement, ça veut dire que d'un côté, soit on est en levée permanente et il faut être prêt en permanence à dégainer la data room et les éléments et on est tout le temps prêt. Donc moi, par exemple, le deck, je le refais tous les mois. Tous les mois, je refais mon deck et tous les mois, je repasse une demi-journée à remettre les KPI à jour, à retravailler certaines slides. Je suis à la version 15 ou 16 et c'est comme ça tout le temps. Soit on est vraiment dans une phase de levée de fonds et on veut y consacrer 2-3 mois et à ce moment-là, il faut être hyper bien préparé et il faut vraiment que tout soit prêt au moment du démarrage, quoi. Parce que sinon, si on commence à mettre 3 semaines pour envoyer le deck, pour envoyer le business plan, ouais, ça envoie des signaux très, très négatifs. Donc, cet aspect de la préparation, parfois, est un petit peu négligé parce qu'on veut aller vite et on se dit que ça va mettre du temps à avoir les premiers contacts. Mais en fait, c'est leur boulot. Donc, vous allez avoir des contacts très vite. Tout le monde va vous demander les dossiers très vite. Ça, c'est complètement normal. C'est leur boulot. Ils voient 1000, 2000, 3000 dossiers par an. Donc, c'est normal. Mais si déjà, dès le départ, dès le premier contact, il faut 3 semaines pour envoyer la data room, ça ne va pas le faire. En fait, la décision d'un investisseur, on pense qu'il a. Le processus de levée de fonds, il est long, mais comme dans tout, en fait, vous avez pris déjà 80% de votre décision sur les premières minutes, les premières secondes, les premiers échanges. C'est valable dans une décision d'achat, c'est valable dans une décision d'investissement. On a beau essayer ensuite de rationaliser et prendre du temps pour vérifier, tout vérifier derrière. Euh, Si c'est les premiers, c'est vraiment la première appréhension, la première impression, c'est ce qui compte. Et donc, comme a dit Francis, c'est vrai que c'est clé d'avoir tout prêt. Si effectivement, quand il y a une question sur les métriques de la boîte, une question sur les finances, sur la traction, sur le potentiel, euh, il faut effectivement 2 semaines pour répondre. L'investisseur, il passe à côté. En fait, vous perdez cet effet de momentum. Et nous, on le voit sur Tudigo, les investisseurs, même des investisseurs aguerris qui mettent et même sur des tickets très importants, finalement, leur décision, ils sont capables de la prendre en 5 minutes. Moi, je rajouterais de pas. Il y en a beaucoup enfin beaucoup, et surtout des garçons, qui demandent des valorisations très très élevées en se disant voilà, parce qu'il faut toujours la plus grosse valorisation, la plus grosse levée de fonds. C'est vachement bien, il faut faire attention. Moi, je connais des entrepreneurs évidemment qui ne l'auront jamais dit en public et qui ont fait cette erreur de demander trop et qui n'ont pas pu boucler les tours de table qu'ils ont voulu juste à cause d'un chiffre, quoi. Donc, c'est un petit peu, ça, c'est vraiment dommage. Et il y en a même, ça leur a porté gros préjudice, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés après en cessation de paiement, etc. Alors, ça peut aller des fois très, très loin si on s'entête là-dedans. Et la deuxième chose, c'est peut-être, moi, plus par rapport aux femmes, puisque je les suis tout particulièrement et que j'en rencontre beaucoup, 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 c'est souvent l'erreur qui peut être faite, c'est de pas, d'être trop, d'être très, très bonne élève, très pragmatique, voilà, d'avoir un super business plan, tout qui va bien, alors que bon, je veux dire, à un moment on est dans le capital risque, voilà, faut essayer. Alors, je veux pas dire avoir l'ambition fois 1000, mais ne pas, voilà, de pas être trop, ouais, trop se restreindre sur des choses et essayer, voilà, d'être plus optimiste en tout cas dans sa façon de présenter, etc. Voilà, c'est parce que c'est pareil, ça peut être dur. Et après, et ne pas hésiter à me dire aussi si elles font face à des vies sexy ou quoi, ça arrive malheureusement, ça faut me le dire. Et puis moi, après, je m'occupe de leur dire.
Ouais, ouais, complètement. Et je vais juste rebondir un petit mot là-dessus. Charline, tu as complètement raison. Et je pense qu'en fait, une des difficultés majeures de ce qu'on fait, et on le voit, hein, même, nous, on est souvent de relations homme-homme, c'est-à-dire qu'il y a très peu de femmes entrepreneurs à côté, mais côté investisseur, c'est encore pire. Et donc, ça, c'est un vrai, vrai problème. C'est-à-dire qu'elles sont souvent face à des hommes. Et qu'on le veuille ou non, ce qu'on est en train de faire quand on parle à un VC, c'est une opération séduction. On est là pour le séduire, de lui donner envie. On disait, c'est une future personnelle, il faut lui donner envie de bosser avec nous. Et c'est là où ça devient parfois, malheureusement, avec certains, très compliqué, voire malsain. Il faut absolument se battre contre ça. C'est un enfer. Moi, je connais, j'ai plein de copines. Alors, nous, on a la chance d'avoir une femme dans les fondateurs et j'ai souvent l'habitude de dire aujourd'hui que plus jamais de ma vie, je monterai une boîte sans avoir une femme associée parce que je pense que c'est indispensable d'avoir les deux sexes pour monter une boîte pour plein de raisons que je pourrais développer plus longtemps. Mais je vois à quel point pour des équipes de femmes ou des femmes seules dans cette relation avec l'investisseur, c'est malheureusement hyper sexiste. C'est un monde encore très compliqué, très peu ouvert là-dessus. Il faut que ça change et il faut qu'on fasse tous ensemble en sorte que ça change. Mais malheureusement, la donnée fondamentale de la relation avec le business angel étant de le séduire, ça apporte un biais et qu'on n'a pas quand c'est femme-femme ou homme-homme, ou moins en tout cas. Mais il faut réussir à gérer ça et c'est pas toujours facile, quoi. Et c'est vraiment, vraiment malheureusement au détriment des femmes dans 80% des cas à cause des statistiques qu'on a citées précédemment. Donc ça, il faut qu'on arrive à faire en sorte collectivement que ça change, hein, c'est sûr. Alors, Tiffaine, ça doit résonner ce que tu entends depuis tout à l'heure, parce qu'on en a parlé dans la préparation. Et Ouais, alors, un petit peu. Après, j'ai l'avantage d'avoir déjà bossé avant dans des secteurs qui étaient aussi assez compliqués. Donc, ça donne quelques billes pour pouvoir soit répondre, parce que moi, je réponds maintenant et je remets l'église au milieu du village. Donc, voilà. Et puis après, soit, en toute honnêteté, de temps en temps, en jouer un peu, parce qu'on joue les quotas aussi. Donc, voilà, il faut savoir en profiter. Désolée, mais voilà. Et moi, en conseil, j'aurais juste rajouté faire un travail de préparation. Alors, notamment quand on est dans des secteurs un peu spécifiques comme les nôtres, pour être sûr que les gens en face, ben, ça réponde à leurs envies d'investissement, parce que sinon, on perd tous du temps et ça sert à rien, et on ne l'a pas. alors, merci Tiffaine, on a une question de Jean-Michel qui nous dit le business plan classique est-il encore crédible en durée? Est-ce que c'est encore pertinent? C'est ce que je comprends, Jean-Michel, de présenter un business plan sur la durée. Tu peux prendre la parole si tu veux préciser ta question, Jean-Michel, hein. Désolé, j'étais en train de manger, c'est pour ça que j'avais coupé la vidéo. Donc oui, parce que de mon temps, entre guillemets, on était sur une présentation d'une durée de 2, 3, 4 ans, 5 ans. On faisait une projection, on best efforts, comme on dit. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que cette notion de durée n'est plus crédible. Est-ce que c'est vrai? Ça l'est toujours, mais c'est comme un. Je pense que c'est comme tous les BP, en fait, ça s'apprécie par rapport disons, la prévisibilité du business plan. C'est pas pareil de faire un BP lorsque l'entreprise fait très peu de chiffre d'affaires, n'a pas encore trouvé un rythme de croisière, des leviers très clairs d'accélération, voilà, que de faire un BP sur une boîte qui, pour le coup, a déjà démontré depuis plusieurs mois, voire 2 ans, sa capacité à faire de la croissance, à dégager de la rentabilité, des métriques qui sont assez claires sur ses coûts d'acquisition, le nombre de clients par commerciaux. Euh, donc, c'est ça surtout. Je pense que l'exercice, il faut toujours le faire parce qu'en fait, ça donne quand même un investissement. On n'investit pas, alors, sauf dans l'IA, dans les modèles d'IA générative, on n'investit pas pour tout de suite maintenant et pour potentiellement spéculer, mais on investit sur le long terme. C'est ce que euh, on investit toujours pour récupérer une plus-value finalement à 3, 5, dans certains cas et certains types de business, même 7, 10 ans. Donc, avoir une idée de où ça potentiellement peut aller, ça permet quand même à l'investisseur aussi de se faire une projection. Maintenant, l'investisseur va faire le job d'apprécier ça et de se dire, OK, ça c'est conservateur, c'est réaliste, c'est optimiste. Et il va établir plusieurs scénarios. Nous, chez Tudigo, on prend toujours, on établit avant même de les proposer sur le site et aux investisseurs, on remodélise tous les business plans pour en faire différents, des scénarios conservateurs, scénarios médians, des scénarios management, optimistes, au maximum, quoi, hein, cible. Donc non, je pense que c'est important parce qu'on entre souvent d'ailleurs la valorisation à laquelle un investisseur va entrer au départ n'est pas la valeur de la société si elle serait vendue.
parce que souvent, si on est en amorçage et encore même en série A, on est encore sur des valorisations qui dépendent du chiffre d'affaires ou qui dépendent de ce que potentiellement serait la valeur dans 3 ans. Là où le jour où la boîte est revendue, on va valoriser en multiples, souvent, la plupart du temps, hein, en multiples de l'EBITDA, de l'EVE, donc de la rentabilité. Euh, donc voilà, moi je pense que non, non, c'est important de continuer à faire cet exercice, mais pas de le faire comme peut-être le faisaient les mauvaises banques d'affaires ou les experts comptables enfin, l'expert comptable, alors il y a l'expert comptable d'un côté qui le fait, qui le faisait avec des taux de croissance annuels de 10%, 10-20%, donc beaucoup trop conservateurs et pareil, même pas réaliste non plus du coup, parce qu'on n'est pas sur ces principes, sur ces étapes-là et dans des startups, on va pas chercher ce type de croissance. Et puis à l'inverse, vous aviez le banquier d'affaires qui tire les chiffres dans un Excel et qui, pour essayer d'avoir une valorisation basée sur les flux futurs, fait exploser le chiffre d'affaires et la rentabilité, mais dans 5-7 ans. Bon, alors qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Voilà, ça sert à rien. Maintenant, en revanche, en fait, le BP, il faut le faire pour soi. Et ça rejoint ce que disait aussi Francis sur aussi la durée de la levée de fonds, le fait que potentiellement, on va être en levée de fonds permanente, que ce soit parce que la levée de fonds dure, ou que ce soit parce que justement, vous allez rencontrer des investisseurs ou nouer des relations avec des investisseurs qui peut-être vont investir plusieurs fois. C'est important d'accomplir ce qu'on a dit. Et donc, en fait, de faire ce BP déjà pour soi, pour se piloter, pour bien gérer la boîte, suivre son réalisé par rapport à ce qu'on avait envisagé, pour pouvoir être dans les clous aussi au niveau de ce qui va rester comme argent à la fin. Et puis, bah, pour aussi montrer à ces investisseurs que ce qu'on a dit qu'on ferait, on le fait. Voilà. Donc ça, moi, ça c'est mon conseil. Ça n'empêche pas qu'ensuite on peut effectivement avoir des scénarios sur lesquels on montre qu'il y a de l'ambition et un vrai potentiel d'accélération. Il faut être en revanche à chaque fois quand on le fait, être capable de vraiment démontrer pourquoi, comment, et voilà. Et ce qui nous permet aujourd'hui de dire qu'on atteindra ça. Merci. Alors, on a une question de Fabrice là. Comment le collectif peut-il être source d'innovation pour l'avenir? Je fais référence à la co-construction qui permet d'inclure tous les acteurs du projet. L'open innovation est une alternative viable. Alors, je pense qu'il ne faut pas mélanger les sujets. Je pense que ce n'est pas le rôle des business angels non plus de faire le business à votre place, de porter la vision, ouais, de faire ce boulot. Je pense que c'est le rôle des entrepreneurs, de l'équipe opérationnelle de porter ces sujets-là. Et effectivement, nous, c'est des sessions qu'on fait très régulièrement avec les équipes. C'est aussi, je pense, pour nous, un alignement d'avoir des membres des équipes, en particulier du comité de direction, qui sont aussi investisseurs en tant qu'actionnaires dans la Manco chez Allegria. Donc, c'est aussi du coup quelque chose qui est très bien, je pense, d'une manière générale, pour définir une stratégie qui convient à tout le monde. Mais je crois qu'il faut que chacun soit à sa place. Et pour moi, ce n'est pas le rôle du business angel ou des investisseurs de travailler sur ces sujets-là. Que occasionnellement, on leur demande des conseils, bien évidemment, qu'ils apportent du business, qu'ils fassent du bizdev, qu'ils nous trouvent des opportunités. Ça, c'est très bien et c'est vraiment leur rôle. Ce qu'il est possible éventuellement de faire, et ce qu'on voit assez régulièrement quand même, c'est des instances de gouvernance spécifiques, hein, donc le fameux advisory board, dans lequel potentiellement, effectivement, il peut y avoir soit des 100% externes, ce qui est très bien parfois, et aussi peut-être des investisseurs où là, on se pose toujours la question du double rôle et du double intérêt de l'investisseur dans un advisory board. Il y en a qui le conseillent, il y en a d'autres qui le déconseillent. Là, encore une fois, c'est vraiment à vous de gérer en fonction de votre relation avec vos investisseurs. Mais en dehors d'organes prévus à cet effet, je pense que ce n'est pas à eux de faire ce genre de choses. Merci. Et on a une autre question. Alors, je pense qu'elle était adressée plus à Alexandre, j'imagine, quoi qu'elle peut être surtout. Et si la campagne échoue, que se passe-t-il? Que faire? Ça échoue jamais chez Tudigo, ça échoue jamais. Ça échoue très très rarement. Je pense que on a fait l'année dernière, on a fait ouais, quasiment 100 levées de fonds. Il a dû en avoir 2 qui ont échoué. Ça peut arriver parce que si on a mal évalué en fait la capacité du projet à convaincre la communauté. Alors si la communauté étant assez diverse,
c'est potentiellement un peu problématique. Ça veut dire qu'il y a le secteur effectivement fait peur et qu'on n'a pas réussi à rassurer. Je pense pour revenir sur le point qu'avait évoqué Charlie, il y a parfois enfin, il y a le sujet de la valo, il y a le sujet effectivement de comment on a transmis ce que faisait l'entreprise. Euh, je pense que c'est important c'est comme lorsque vous allez vendre un bien immobilier, en fait, c'est la même chose. Lorsque vous achetez un appartement, si vous mettez trop haut par rapport à ce que c'est, par rapport au potentiel de valeur derrière, vous allez même pas avoir les visites. Donc, en fait, je pense que moi, ce que j'ai pu voir dans les levées qui peuvent échouer, ça peut être soit parce que effectivement, mais il n'y a pas eu il y a pas eu assez de gens qui s'y sont intéressés, donc pas assez de gens qui ont regardé même le dossier. Et puis, bah, si derrière il y a eu assez de gens qui ont regardé le dossier, là, c'est que vraiment, bah, il y a un souci sur ensuite les éléments qui vont rassurer l'investisseur. Donc, je pense là, ce qui compte, c'est de bien faire comprendre et transmettre la proposition de valeur. Ça doit être très, 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 très clair. Qu'est-ce que l'entreprise vend, à qui, pourquoi? À quel besoin elle répond, comment elle y répond et pourquoi sa réponse, elle est bien meilleure que tout ce qui existe. Ou en tout cas que la plupart des solutions. Comment elle le vend, comment elle génère de l'argent et est-ce qu'elle est capable donc de dégager de la marge lorsqu'elle vend son produit, son service. Et puis, bah, est-ce que on a prouvé qu'il y avait un marché? Et prouver qu'il y avait un marché, ça veut dire des clients qui viennent, et puis une dynamique effectivement de traction commerciale qui se développe bien. Donc ça, sinon, dans des entreprises très très tech, potentiellement on l'a un peu moins. Donc là, on va aller chercher d'autres marqueurs d'intérêt. Voilà, mais déjà, quand on fait ça, on va quand même rassurer les investisseurs. Beaucoup plus que sur un BP qui peut dire ce qu'il veut. Mais bon, si on n'a pas ces éléments-là, de toute façon, l'investisseur ne va même pas aller creuser jusque-là. Et après, oui, la valo, parce que finalement, un investisseur qui s'y connaît, et nous, enfin, on fait beaucoup de pédagogie, donc on veut que les gens fassent les investissements de la bonne manière aussi. Bah, il faut que le risque, le rendement soit à la hauteur du risque pris. Donc, en fonction de l'étape de développement de l'entreprise, en fonction de son secteur, eh bien, l'argent qui est investi aujourd'hui doit permettre de dégager un multiple, une plus-value qui est à la hauteur demain. Et donc, bah, ça veut dire, si on se craque complètement sur la valorisation au démarrage, bah, en fait, ça va tuer la potentielle plus-value de l'investisseur. Si aujourd'hui, vous mettez une valorisation à 5 millions, alors que l'entreprise, dans 3 ans, si on regarde, elle vaudra 5 millions, voire elle en vaudra que 7. Bah non, ça justifiera pas le risque pris par l'investisseur qui pourrait mettre ça enfin, dans une assurance vie ou un produit même obligataire hein, sur Tuligo sur lequel il sera sur un rendement entre 10 et 12,5, 13%, mais avec des garanties, avec la prévisibilité de quand est-ce qu'il est remboursé. Voilà. Donc, je pense que on en revient encore au sujet de faire la bonne première impression et c'est tous ces ingrédients-là. Merci Ouais, moi, je rajouterais peut-être une petite chose juste par rapport à ça, très, très rapidement. Je pense qu'en fait, il y a deux catégories de sujets. Il y a le financier et l'extra-financier. Et pour moi, c'est 50-50 en fait. C'est vraiment très important. L'extra-financier est aussi important. On l'a parlé, il faut vous rendre désirable, il faut qu'ils aient envie. Il faut qu'ils soient contents d'en parler dans les dîners en ville, de se dire, tiens, t'as vu la pub, ce truc-là? Ah, moi, je suis dedans, c'est trop cool. Voilà. Il faut que que vous donniez envie, que vous ayez envie de transmettre. Donc, dans votre présentation, hein, moi, je dis, on fait du téléshopping. Hein, on est en visio avec des gens en face et à la fin, il faut qu'ils mettent leur billet, quoi. Donc, ces éléments-là, il faut vraiment s'entraîner, il faut vraiment s'y préparer. C'est aussi important que les éléments financiers, à mon sens. Faut vraiment, c'est le mix des deux qui fait que, poum, à un moment, ça cristallise et hop, on y va. Et puis, il y a un troisième élément peut-être où là, malheureusement, c'est plus compliqué de le maîtriser, c'est l'élément de marché. Bah, c'est sûr que si en ce moment tu es sur l'IA, c'est plus facile que si tu es sur un autre secteur. Il y a un côté mode et il faut savoir prendre la vague au moment de la mode. Ce n'est pas pour autant qu'il faut travestir son business model pour obligatoirement rentrer dans la mode du moment. Mais on aura beau faire ce qu'on veut, il y a des modes et c'est plus facile quand on est dans le sujet que quand on n'y est pas. Merci Francis. Donc on arrive presque au bout. Avant de conclure, j'ai envie de vous laisser chacun un mot ou un conseil pour qu'une entreprise soit désirable. Qu'est-ce que vous avez envie de partager là sur les quelques minutes chacun avec notre auditoire? Et moi, je vais commencer, hein. Il faut que vous en soyez fiers. C'est votre entreprise. En fait, il faut que vous soyez fiers de la présenter.
Si vous, vous en êtes fier, a priori, c'est bon. Si vous avez des points sur lesquels vous êtes un peu fébrile, bah, travaillez ces points d'abord. Voilà. Parce que cette confiance en votre business, et puis bah, de toute façon, un bon entrepreneur, en général, il a tendance à voir les 3 défauts devant les 7 qualités de son entreprise, de son produit, de son service. Si vous travaillez de toute façon les points, bah, vous allez rendre votre entreprise beaucoup plus désirable parce que beaucoup plus, je pense, complète. Et puis vous aurez la confiance en vous et cette confiance en soi, et, bah, elle est communicative. Donc, lorsque vous parlerez à un investisseur, il ou elle le sentira. Merci, Alexandre. Stephen? Moi, j'accentuerais sur l'équipe. Nous, à notre stade, en fait, nos investisseurs, ils investissent dans nous. Donc, il faut vraiment savoir expliquer ce qu'on a fait, se mettre en valeur, pourquoi on est les bonnes personnes, pourquoi on a les bonnes personnes autour de nous, etc. Et pour ceux qui sont pas à l'aise sur cette partie-là, eh ben, faut s'entraîner parce que effectivement, la première impression compte. Donc, il faut absolument être à l'aise sur cette partie-là, de savoir se vendre, en fait. Merci. Charlie, Francis, l'un ou l'autre? Moi, encore un conseil, mais plutôt pour les femmes, hein. Donc, comme ça, c'est un peu mon dada, et puis que c'est plus de 50% de la population. Mais c'est juste sortez et réseautez au maximum, parce que c'est quelque chose que je sais qu'elles le font moins. Moi, quand je vais à des événements, enfin, c'est assez catastrophique. D'ailleurs, l'événement Tudigo, j'étais surprise hier, il y avait beaucoup de femmes. C'était très divers. Mais en général, c'est pas du tout ça. Il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. On se connaît toutes à peu près à des événements. Et c'est dommage parce que c'est dans ces genres d'événements, c'est dans des clubs d'affaires. Alors, ça fait un peu vieillot et tout. Mais n'empêche que c'est là-bas que vous rencontrez des gens qui ont de l'argent, qui peuvent vous débloquer, qui ont vachement de réseau. Et les femmes ont souvent l'impression de perdre un peu du temps, que voilà, elles devraient plutôt travailler au bureau. Mais ça, c'est aussi du travail. Donc voilà, sortez, réseautez. Francis? Bah, tout a été dit. Je rappelle les 3 critères d'investissement du Business Angel, hein, en 1 l'équipe, en 2 l'équipe, en 3 l'équipe. Donc, croyez en vous et normalement, ça se passera bien. Peut-être un dernier petit conseil. Je pense que nous, typiquement, chez Allegria, on a mis 3 ans à comprendre vraiment qui on était, ce qu'on voulait faire. On a tourné autour de notre business model plein de fois. C'était pas clair, mais c'est pas grave. À chaque fois, on y était allé avec conviction. Et puis, 6 mois après, on racontait une autre histoire. Et puis aujourd'hui, on raconte encore une autre histoire. Mais n'empêche que la boîte, elle a fait x5, x6. On est 70 aujourd'hui et ça cartonne. Donc, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'au moment où vous racontez votre histoire, vous en soyez convaincu. Et de toute façon, notre job, ce qui fait un bon entrepreneur, c'est sa capacité à pivoter, à saisir les opportunités. Donc, n'ayez aucune crainte vis-à-vis de ça. C'est complètement normal. On doit s'y préparer. C'est même une preuve, je trouve, de capacité à se développer ensuite derrière. Donc voilà, soyez juste vous-même, convaincus de ce que vous faites, et ça se passera très bien. Merci à tous les 4. On avait la meilleure équipe du monde ce midi, 100% paritaire. On était en plein dans ce qu'on a évoqué tout au long de ce webinaire. Je vous invite à suivre l'actualité des rebondisseurs, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou sur le site internet. On pense qu'il y a de la valeur économique dans le rebond. Merci d'y contribuer en participant à ce webinaire. On vous donne rendez-vous tout bientôt pour nos prochains webinaires. Et puis pour nos participants, rendez-vous mardi matin à 8h30 pour notre café du rebond mensuel. Encore merci à tous les 4 et à très bientôt sur les réseaux.